Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on résout un exercice de deuxième année, MP étoile, sur la réduction des endomorphismes. On fera beaucoup d'autres exercices sur ce chapitre qui tombent vraiment souvent en concours. Aujourd'hui c'est un exercice calculatoire sur la recherche de racines carrées. Donc on va essayer de trouver ce qu'on peut appeler les racines carrées d'une matrice. Donc typiquement si j'ai une matrice D de cette forme, avec des zéros ailleurs, et la racine de D, ça va être quelque chose de cette forme-là. Vous voyez? Sous réserve évidemment qu'on puisse écrire ça, donc des lambda positifs. C'est juste pour vous donner l'exemple. Donc c'est une matrice telle que B carré égale D. Donc B sera la racine carrée de D. Donc intuitivement, c'est ça qu'on va chercher. Et on va le faire sur un cas particulier, sur la matrice A, qui est ici, 3, 1, moins 1, 1, 3, 0, 0, 0, 0. Et ça se fait en plusieurs étapes. Donc d'abord, on va montrer que A est diagonalisable, parce que vous voyez, pour pouvoir, on va dire, mettre au carré une matrice, c'est pratique quand elle est diagonale, parce qu'on multiplie juste les coefficients diagonaux par eux-mêmes. Donc on va voir si A est diagonalisable. Pour ça, on va déterminer son spectre et la dimension de ses sous-espaces propres. Ensuite, on va voir dans la deuxième question que si on prend une matrice qui appartient au commutant de A, c'est-à-dire une matrice qui commute avec A, eh bien ces deux matrices-là sont codiagonalisables, c'est-à-dire diagonalisables dans une même base de vecteurs propres. Et je vous donne une indication qui est d'utiliser les sous-espaces propres de A auxquels on se sera intéressé dans la question 1. Et enfin, on va montrer que si B carré égale A, alors B commute avec A, et ça va nous permettre de déduire le nombre de matrices, le nombre de racines carrées de A, c'est-à-dire le nombre de matrices qui, lorsqu'on les élève au carré, donnent A. Je vous laisse tenter de faire l'exercice en autonomie, et je passe à la correction. Alors pour la question 1, qui est, je le rappelle, de montrer que A est diagonalisable, bon bien là il n'y a pas de secret, on va faire la technique du calcul du polynôme caractéristique, donc qui A, qui est égal à ce déterminant-là, x-3, moins 1, 1, moins 1, x-3, 0, et puis ici 0, 0, x. Alors pour calculer ce polynôme caractéristique, ce qu'on veut, c'est soit virer ces nombres-là, soit virer le moins 1 qui est là. Alors pour ça, on va commencer par ajouter la ligne 2 à la ligne 1 pour obtenir en haut x-4, x-4 également, 0, et puis le reste ne change pas. Ce qui permet déjà de sortir une des valeurs propres qui sera 4. Et on remplace par des 1 sur la ligne du haut. Une fois que ça c'est fait, il faut s'occuper de ce 1-là. Et pour ça, on va remplacer la colonne 2 par la colonne 2 moins la colonne 1. Ce qui va donner toujours x-4 fois, la colonne 1 ne change pas. La colonne 2, ici on va avoir un 0, c'est ce qu'on voulait. Ici on va avoir un x-2, moins 1 ici. Et puis la colonne 3, on n'y a pas touché. Et donc ça nous fait sortir nos deux autres valeurs propres, qui sont 0 et 2. Et donc finalement on obtient comme polynôme caractéristique x fois x-2 fois x-4, qui est bien un polynôme de degré 3, puisqu'on est dans M3 de R. Ce qui nous permet de déterminer le spectre de A, qui est égal à 0, 2, 4. Alors maintenant, pourquoi A est diagonalisable? Eh bien, on a toujours
pour tout lambda du spectre, la dimension du sous-espace propre associé qui est plus grande que 1, d'accord? Et ici, on a 3 sous-espaces propres, donc la somme pour lambda qui est soit 0, soit 2, soit 4 des dimensions de E lambda vaut bien 3, hein, parce que la dimension de chaque sous-espace propre est plus grande que 1, et la somme des dimensions est toujours plus petite que 3, donc ici elle vaut forcément 3. Et donc, A est diagonalisable. A est dans D3 de R. Et au passage, on en a déduit que pour toutes les valeurs propres, la dimension du sous-espace propre associé, c'est 1. On a dit que c'est plus grand que 1, et vu que la somme ne peut pas être plus grande que 3, c'est forcément 1 pour chaque sous-espace propre. Et c'est les deux éléments qu'on voulait montrer dans la question 1. Bien, donc je reprends la feuille de l'énoncé. La question 1 c'est fait. On a montré que cette matrice-là, elle est diagonalisable. Maintenant, on va s'intéresser à une matrice qui commute avec celle-là, et on va montrer qu'elles sont codiagonalisables, c'est-à-dire diagonalisables dans une même base. Alors cette partie-là, elle va nous servir dans cet exercice, mais elle sert dans beaucoup d'autres exercices, donc elle est importante à mémoriser. Et donc, question 2, on va prendre une matrice 3,3 réelle qui commute avec A, c'est-à-dire AM égale MA. On veut montrer qu'il existe une base de vecteurs propres commune à A et à M, parce que dans ce cas, elles seront bien diagonalisables dans une même base. Et pour cela, l'indication, c'était utiliser les sous-espaces propres de A. Donc, on va prendre C0, C2, C4, qui appartiennent à E0, E2 et E4 respectivement, qui est donc une base de vecteurs propres de A. L'idée va être de montrer que cette base-là est aussi une base de vecteurs propres de M. C'est-à-dire que dans cette base, M est diagonale. Alors pour ça, on va devoir faire un petit lemme qui normalement est une propriété de cours. C'est que si, je vais le faire avec les endomorphismes pour changer un peu et pour montrer le lien, si U rond V égale V rond U, U et V sont des endomorphismes d'un espace vectoriel E. Donc si U et V commutent, alors tous les sous-espaces propres de U sont stables par V. D'accord? Alors preuve. Donc ça normalement c'est dans le cours. Je le refais. Normalement c'est du cours. Preuve de ce petit lemme. Et bien on va prendre un élément d'un des sous-espaces propres de U. D'accord? Donc un X appartenant à E lambda, où lambda c'est une valeur propre de U. Donc on a U de X égale lambda X évidemment. Et nous on veut montrer que lambda est stable par V. Donc on veut montrer que U de V de X égale lambda V de X. Parce que alors V de X appartiendra aussi à E lambda, et donc E lambda sera stable par V. Et bien, pour montrer ça, U de V de X, puisque U et V commutent, hein, c'est ici, c'est l'hypothèse, c'est égal à V rond U de X. Or, U de X, c'est lambda X. Donc ça vaut lambda V de X. Et donc on a bien U de V de X égale lambda V de X, ce qui est ici. Donc, V de X appartient à E lambda. E lambda est stable
par V. Et ça, c'est vrai pour toutes les valeurs propres. Bien, avec ce lemme, si on revient à notre problème initial, et bien du coup, puisque A et M commutent, c'est la même chose qu'avec les endomorphismes pour les matrices, si A et M commutent, et bien alors on a chacun des sous-espaces de A qui est stable par M. D'accord? Donc, pour tout lambda dans le spectre de A, et bien on a aussi que M, C lambda, les C lambda c'est cela, d'accord, appartient à E lambda. Or, E lambda est de dimension 1. C'est ce qu'on a montré à la question 1. C'est pour ça qu'on voulait le montrer. Donc, forcément, il existe des alpha lambda réels tels que MC lambda égale alpha lambda C lambda. Parce que MC lambda appartient à E lambda qui est de dimension 1. Et C lambda est un élément de lambda. Donc, MC lambda est proportionnel à C lambda. Et donc, finalement, MC lambda égale alpha lambda C lambda. Donc, C lambda est un vecteur propre de M. On a donc trouvé des vecteurs propres de M. M est diagonale dans la base C0, C2, C4. D'où, finalement, A et M sont codiagonalisables. C'est-à-dire diagonalisables dans une même base. D'accord? Donc pour cette partie-là, si je reprends, deux matrices qui commutent, on prend une base de vecteurs propres de A, qu'on a déterminé à la question 1. On utilise le fait que tous les espaces propres, les sous-espaces propres de A sont stables par M, ce qu'on a montré ici. Et donc, puisque les espaces propres sont de dimension 1, les M C lambda s'expriment comme des alpha lambda C lambda. Et donc, les alpha lambda, si vous voulez, c'est des valeurs propres de M, et du coup, les C lambda sont des vecteurs propres de M. Donc, ils forment une base de vecteurs propres de M, donc c'est une base de diagonalisation pour M. Et c'était aussi une base de diagonalisation pour A, c'est ce qui est là dans l'hypothèse. Donc, A et M sont bien diagonalisables dans une même base. On va maintenant passer à la question 3, qui, je le rappelle, était de conclure, donc de montrer que quand on a une matrice qui est potentiellement une racine carrée de A, eh bien, elle appartient à son commutant, et on va trouver le nombre de racines carrées de A. Alors pour ça, on va prendre B, une matrice 3, 3 réelle, telle que B carré égale A. On veut montrer que A et B commutent. A et B commutent, c'est ça. Bon, eh bien, AB, qu'est-ce que ça vaut? A, c'est égal à B carré. Donc AB, c'est égal à B carré fois B, c'est-à-dire B cube. Mais B cube, si ça me fait plaisir, je peux bien l'écrire comme B fois B carré. Et encore une fois, B carré, c'est A. Donc ça, c'est égal à BA. Ok, donc AB égale BA. Ça, c'est très important. Donc ça revient souvent, à savoir. Bon, et maintenant, donc on a bien B carré égale A, qui implique B appartient
à la au commutant pardon, de A. Alors maintenant, l'idée, ça va être de caractériser les racines carrées de A, les B. Quelle tête ils ont les B? Bon, et bien on sait que si B est une racine carrée de A, alors B commute avec A. Et on a montré que alors, à la question 2, B et A sont codiagonalisables. Donc, on sait qu'il existe P, une matrice de passage, telle que A égale P moins 1 fois D fois P. D'accord? Avec D égale 0, 2, 4. Et des 0 ailleurs. Ça, c'est parce que A est diagonalisable, confère question 1, et ses valeurs propres sont 0, 2 et 4. D'accord? Donc, ça, on fait un changement de base vers la base des vecteurs propres dans laquelle A est diagonale. Mais B est diagonalisable dans la même base que A. Ça, c'est la question 2. Donc la matrice de passage, ça va être la même. Il existe D', une matrice diagonale, telle que B égale P moins 1, D', P. Et donc B carré, ça va être P moins 1, D', P au carré, c'est-à-dire P moins 1, D' carré, P. Si vous faites ça au carré, on réécrit ça après, on a P fois P moins 1 qui s'annule, et donc on a bien P moins 1, D' carré, P. Et donc ce qu'on a écrit, c'est que P moins 1, D' carré, P égale P moins 1, D, P. Ok? Alors, en jouant un petit peu avec ces matrices inverses, on multiplie par P à gauche et par P moins 1 à droite, on obtient D' carré égale D. Ok? Bon, D', elle est diagonale. Je vais l'appeler epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ses coefficients diagonaux. Et donc, ce qu'on a, ça nous donne que epsilon 1 au carré égale 0, epsilon 2 au carré égale 2, et epsilon 3 au carré égale 4. Alors là, combien on a de choix possibles? Bon, là, c'est forcément epsilon 1 égale 0. Là, epsilon 2 appartient à moins racine de 2, racine de 2. Et epsilon 3 appartient à moins 2, 2. Ok? Donc, si B carré égale A, alors B fait partie d'un ensemble de matrices à combien d'éléments? On a 2 choix pour la deuxième valeur propre, 2 choix pour la troisième valeur propre et un choix pour la première, donc à 4 éléments. Donc on a 4 matrices possibles pour le choix d'une racine carrée. Attention, on n'a fait qu'un sens. Il faut vérifier que chacune de ces matrices est bien une racine carrée de A. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que réciproquement, on a bien la matrice 0 plus ou moins racine de 2 plus ou moins 2, les matrices ici, qui au carré valent D. Donc ce sont bien toutes des racines carrées de A. Donc il y a exactement 4 racines carrées de A. Donc finalement, le cardinal de l'ensemble des matrices 3, 3 réelles
tels que b carré égale a, c'est 4. D'accord. Donc on pourrait même les écrire, hein. Et ça clôt l'exercice. Voilà cet exercice sur la recherche de racine carrée. Alors vraiment, la partie 2 est très importante. La codiagonalisation pour deux matrices qui commutent revient dans beaucoup de problèmes. Voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à me faire vos suggestions. Moi, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.